Bonsoir à tous et bienvenue. Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé ce mardi des suites de blessures subies au front contre les rebelles du FACT. À l'âge de 68 ans, un de ses fils, le général Mahamat Idriss Déby, 37 ans, a aussitôt pris les rênes d'un conseil militaire de transition qui dirige le pays. Ici en Côte d'Ivoire, le président de la République apporte son soutien à la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Ces émissaires ont remis aujourd'hui aux autorités religieuses des vivres et non-vivres au siège du COSIM à Treichville. Et puis le chantier du 4e pont d'Abidjan avance bien. Les travaux d'exécution sur la lagune sont à ce jour de 50% sur le terrain. De nouvelles mesures ont été prises pour renforcer les équipes et accélérer les travaux. Information livrée ce matin par le coordonnateur du PTUA, le projet de transport urbain d'Abidjan. Il était au pouvoir depuis 30 ans et un partenaire clé dans la lutte contre les terroristes au Sahel. Le président tchadien Idriss Déby Itno est décédé aujourd'hui des suites de blessures subies au front contre les rebelles du FACT. Idriss Déby Itno avait 68 ans. C'est l'un de ses fils, le général Mahamat Idriss Déby, 37 ans, qui lui succède à la tête d'un conseil militaire de transition. L'éclairage de Yeli Traoré. C'est par ce communiqué du porte-parole de l'armée, le général Azem Bermandoa Agouna, lu à l'antenne de TV Tchad, que l'annonce du décès du président Idriss Déby Itno, 68 ans, a été faite. C'est avec une profonde amertume que nous annonçons au peuple tchadien le décès ce mardi 20 avril 2021 du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, des suites de ses blessures au front. Idriss Déby Itno était monté au front dans le Kanem dans la journée de lundi afin de pousser ses hommes au combat. Les affrontements avec les rebelles du FACT avaient alors été très violents, occasionnant de nombreuses pertes dans les deux camps. Touché dans une manœuvre, il a été rapatrié à N'Djamena dans la soirée avant de succomber quelques heures plus tard, vers 1h du matin. Aussitôt, après l'annonce de son décès, un conseil militaire de transition, présidé par son fils, le général Mahamat Idriss Déby, jusqu'alors chef de la garde présidentielle, a dissous le gouvernement et l'Assemblée nationale et promis des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi. L'armée tchadienne a été déployée à N'Djamena après l'annonce de la mort du président. Un couvre-feu instauré et les frontières terrestres et aériennes du pays fermées. Le régime de Déby était considéré par les Occidentaux, en particulier la France, comme un partenaire essentiel dans la guerre contre les djihadistes au Sahel. L'armée tchadienne fournit également aux casques bleus de l'ONU au Mali un de leurs principaux contingents et passe pour la plus aguerrie de la force conjointe du G5 Sahel. Nous avons appris avec émotion la disparition du président Idriss Déby. Et avant toute chose, je voudrais exprimer mes condoléances au peuple tchadien, mes très sincères condoléances. Je dois dire que la France perd un allié essentiel dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Des Tchadiens rencontrés à Abidjan réagissent également à la brusque disparition de leur président. C'est un soldat, il est mort comme un soldat au front. Ce décès, je me dis, c'était un décès de trop. En fait, en réalité, on ne devait pas en arriver là. Je pense que si on avait privilégié le dialogue, si on avait vraiment joué le jeu de la démocratie jusqu'au bout, on n'en serait pas arrivé à cette guerre, à cette rébellion. Ce qui me marque quand même chez la personne, c'est qu'il est courageux. Il a voulu bien aller jusqu'au front. Et je pense que si ce courage, il l'avait mis au service de la nation, le Tchad serait un grand État. Les rebelles, qui mènent depuis 9 jours une offensive contre le régime tchadien, ont promis de marcher sur N'Djamena. Ils ont par ailleurs rejeté catégoriquement le conseil militaire de transition mené par le fils du défunt président, dont les obsèques nationales auront lieu vendredi, selon la présidence. Le président Idriss Déby Itno a été réélu pour un 6e mandat avec 79,32% des suffrages exprimés à la présidentielle du 11 avril, selon la Commission électorale nationale. Le président tchadien Idriss Déby Itno est donc tombé au front, les armes à la main. Il était l'un des chefs d'État africains installés depuis le plus longtemps au pouvoir. Son portrait avec Yeli Traoré. En 1979, Idriss Déby collabore avec Hissène Habré, entré en rébellion en mars 1980 contre Goukouni Ouédeye, après l'éclatement du gouvernement d'Union nationale de transition, formé 5 mois plus tôt,
Habré nomme alors Déby comme commandant en chef des forces armées du Nord. Le 7 juin 1982, Habré rentre dans la capitale N'Djamena avec Déby à ses côtés, poussant le président Goukouni Ouédeye à s'exiler en Algérie. Promu colonel, Déby devient chef des armées adjoint en 1983. Il se rend en France en 1985, où il suit les cours de l'école de guerre interarmée. De retour au Tchad, en 1986, il est nommé conseiller d'Habré pour la défense et la sécurité. En 1990, avec l'appui de la France, il chasse Hissène Habré de la tête du pays, prenant le titre de président du Conseil d'État. L'année suivante, président de la République du Tchad. Il remporte ensuite les élections présidentielles de 1996, 2001, 2006, 2011, 2016 et 2021. Il est président de l'Union africaine de 2016 à 2017. Il est nommé maréchal en 2020 après une offensive victorieuse contre des djihadistes. Quelques mois plus tard, juste après l'annonce de sa 5e réélection, il meurt au front face à une rébellion armée venue de Libye à 68 ans et après 30 ans de pouvoir. L'un de ses fils, Mahamat Idriss Déby, prend aussitôt la tête d'un conseil militaire de transition. Réagissant à l'annonce du décès du maréchal Idriss Déby Itno, le président ivoirien Alassane Ouattara a exprimé sa consternation suite à la perte d'un ami et frère. Le chef de l'État ivoirien salue la mémoire d'un grand patriote, un homme courageux et engagé pour la paix au Sahel, avant d'adresser ses condoléances les plus émues à la famille de l'illustre disparu, à ses proches, ainsi qu'au peuple frère de la République du Tchad. Le président Ouattara, ici en Côte d'Ivoire, a apporté son soutien à la communauté musulmane en cette période de Ramadan. Ses émissaires ont remis aujourd'hui aux autorités religieuses des vivres et non-vivres au siège du COSIM à Treichville, en présence de Salif Yalekwe et Tanguy Konan. 345,2 tonnes de sucre et 339 tonnes de riz. C'est l'important don fait ce mardi à la communauté musulmane par le chef de l'État Alassane Ouattara en soutien aux jeûnes de Ramadan qu'elle observe depuis quelques jours. C'est au siège du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques à Treichville que les émissaires du chef de l'exécutif ivoirien ont fait ce don destiné aux imams, associations et institutions d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La solidarité a plusieurs modalités et l'une de ces modalités, c'est celle exercée au sein des grandes religions. Le président m'a confié la charge de venir remettre au COSIM ce qui lui revient pour l'aider à démultiplier les actes de solidarité, d'assistance et d'aide aux démunis, aux plus indigents d'entre eux et à ceux qui sont sous leur couvert. Pour sa part, au nom des imams, le secrétaire exécutif du COSIM, l'imam Ousmane Diakité, a remercié le donateur pour cet acte. Les imams voudraient exprimer leur reconnaissance et leur gratitude pour tout ce que le président a fait et fera pour les imams, les musulmans, mais pour toutes les confessions religieuses et pour tous les Ivoiriens. À cette occasion, les émissaires d'Alassane Ouattara ont réitéré les condoléances du chef de l'État à la communauté musulmane qui a perdu son premier responsable, l'imam Mamadou Traoré, président du COSIM mardi dernier. Des prières et bénédictions pour le repos de son âme, de même que pour la stabilité du pays, ont été faites. Nommé le 6 avril dernier à la tête du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouélé était ce matin face à ses pairs au siège de l'institution au plateau. Il s'est engagé à continuer l'œuvre de ses dévanciers en faisant prospérer les acquis du passé et en intégrant les nouveaux challenges. Salif Yalekwe, Tanguy Konan. Ce mardi au Conseil économique, social et environnemental et culturel, le nouveau locataire des lieux, Dr Eugène Akaouélé, était face à ses collaborateurs. Une rencontre de prise de contact afin de dégager les grandes orientations de sa mandature. La préservation des acquis reste une priorité.
Au nom des défis que nous sommes appelés à adresser ensemble, figure le rapprochement que notre institution doit opérer auprès des populations, en explorant les voies de développement des collectivités qui feront l'objet d'une attention particulière au cours de nos travaux. La poursuite des réflexions sur les questions d'intérêt national se fera en examinant, entre autres, les questions environnementales avec l'érosion côtière et le réchauffement climatique, de même que la déforestation, les préoccupations du milieu agricole afin d'améliorer le pouvoir d'achat des agriculteurs et de permettre une diversification de leur production. Pour cette rentrée, un hommage a été rendu à tous ceux qui se sont succédés à la tête de cette institution de la République. Ancien ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le 12e président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a été nommé le 6 avril dernier en remplacement de Charles Kofi Dibi, décédé le 7 décembre 2019. Je vous l'annonçais en titre, le chantier du 4e pont d'Abidjan avance bien. Le taux d'exécution sur la lagune est à ce jour de 50%. Sur le terrain, de nouvelles mesures ont été prises pour renforcer les équipes et accélérer les travaux. Information donnée ce mardi par le coordonnateur du PTUIA, le projet de transport urbain d'Abidjan, le reportage de Thiemé Dandje et Aruna Zeba. 4e pont d'Abidjan. Coffreurs, ferrailleurs et autres ouvriers sont à la tâche. À leur côté, le coordonnateur du PTUIA, à nouveau descendu sur les lieux pour se rassurer des avancées sur la lagune où les pieux sont déjà tous achevés. Le pont proprement dit, nous sommes pratiquement à 50% et pour le projet, nous sommes pratiquement à 37%. C'est-à-dire, il y a la construction du pont, il y a les voies d'accès et il y a aussi les échangeurs que nous devons reconstruire, qui sont en phase de construction à Yopougon. Les acquis sont notables. L'équipe de coordination ne tombe pas pour autant dans l'autosatisfaction. Elle dévoile les contraintes qui imposent un autre rythme au chantier. En première ligne, l'occupation des emprises par plus de 15 000 ménages impactés. Il fallait négocier avec ces personnes, indemniser ces personnes et leur demander de partir. Pour certains même, il fallait les reloger et nous étions obligés de construire des bâtis pour pouvoir les reloger. La deuxième difficulté, l'État, pour assurer pratiquement le transport de masse, a décidé que sur ce projet, on puisse y insérer la ligne BRT. Quand vous dites BRT, c'est Bus Rapid Transit. Il s'agit d'une voie spécialement dédiée aux bus. Et pour ce faire, le pont n'était pas adapté. Il fallait en ce moment interrompre à un moment donné les travaux, reprendre les études sur certaines sections, élargir le pont de 2x2 à 2x3 et tout cela nous a pratiquement impacté. Pour les surmonter et accélérer les chantiers, plusieurs nouvelles mesures sont arrêtées. Sur ce point, le PTUIA appelle au sursaut citoyen. Il s'agit de 7000 ménages qui ont négocié et qui ont été indemnisés. Ces personnes ont été indemnisées et donc nous avons fait notre part et on voulait simplement saisir cette opportunité pour les inviter à jouer leur partition en quittant les emprises pour nous faciliter la démolition des bâtis et permettre à l'entreprise de poursuivre les travaux. D'un linéaire de 7,2 km allant des sapeurs-pompiers de l'Indénié au 16e arrondissement de la commune de Yopougon, où sont prévues la construction de 3 échangeurs de traversée et un pont de 1,4 km sur la lagune, les travaux de cet autre important ouvrage d'art du pays ont débuté en 2019. Et en culture, on s'intéresse à cet instrument de musique africain couramment joué par les peuples du Nord. Le balafon est de moins en moins présent dans nos musiques et tend quelque peu à disparaître. Pourtant, au-delà des musiques traditionnelles, cet instrument à percussion peut être introduit dans tous les rythmes musicaux. Pour le faire adopter par la grande majorité des musiciens, plusieurs initiatives sont menées en allant de la transmission de cet instrument par le savoir à des colloques internationaux visant à pérenniser le balafon dans la culture et les arts. Nadia Eidja, Mathurin Badé. Donatien Koné, de son nom d'artiste Neko Bala, est balafoniste.
Bercé depuis son enfance par cet instrument, Donatien en a fait son outil de travail. En 11 ans de carrière artistique, le musicien a à son actif des collaborations avec divers artistes, des prestations lors de spectacles et un album de 4 titres dénommé Aujourd'hui. Neko Bala, c'est aussi de la composition autour du balafon. Donc là, je suis en train de travailler sur une sonate. Si l'artiste s'investit autant, c'est en raison des opportunités qu'offre cet instrument traditionnel. Tout comme un guitariste peut vivre de sa guitare, tout comme un batteur peut vivre de la batterie, un balafoniste peut vivre de son instrument. Et même mieux que les 2 premiers cités. Et donc, on commence quand même à avoir beaucoup de demandes, de sollicitations. C'est pour répondre à ce besoin qui pourrait se faire de plus en plus pressant que Neko Bala a opté pour la transmission de son savoir. L'accord de Fa et l'accord de Sol. D'une dizaine d'étudiants à ses premiers cours en 2011, Donatien en compte aujourd'hui une 50aine. Le fait de pratiquer le balafon, le fait de l'emmener dans des airs qu'on ne lui connaissait pas, que le balafon joue aujourd'hui du coupé décalé, qu'il joue du jazz, qu'il joue du reggae, qu'il joue de la variété, ça on ne le savait pas avant. Donc ça nous fait redécouvrir le balafon. Une utilisation plus moderne qui séduit davantage la jeunesse et même des jeunes filles. Je viens de jouer un rythme pop à la base. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire plein de choses. En même temps, sur ce balafon, on peut jouer et traditionnel, et moderne, et classique, c'est vraiment bien. Au-delà des formations, des actions collectives sont à mener pour préserver le balafon dans la culture et les arts. Il est du rôle maintenant de la jeune génération d'interroger ce qui a été collecté et de sortir de ce qui a été collecté l'essence de l'humanisme ivoirien, surtout, et l'essence de l'humanisme africain à travers les chansons traditionnelles et même à travers les instruments de musique qui nous sont parvenus par le biais, en tout cas, des génies ou en tout cas qui ont tous des origines mythiques, mystiques et même religieuses. Le colloque international sur le chansonnier Lobi, Nalé Palé, l'un des promoteurs de balafon, vient donc à point nommé. Nani est parti, mais nous ne voulons pas que son savoir disparaisse. C'est pour ça qu'on a souhaité que ce colloque soit tenu sur ce monsieur, afin que des chercheurs universitaires puissent se prononcer sur le contenu du CEGEV en tant que tel, pour voir quelle est la portée philosophique et esthétique que ce monsieur a véhiculé depuis son temps, qui continue de courir encore de génération en génération. Je souhaite que cette réflexion, comme beaucoup d'autres, en la matière puisse permettre de mieux connaître nos artistes, nos créateurs, qui c'est vrai aujourd'hui ne sont pas vivants, mais ont contribué fortement à être des gens qui ont cristallisé les cultures de nos différents groupes ethniques. Au terme des 3 jours de rencontres entre les peuples Lobi du Ghana, du Burkina et de la Côte d'Ivoire, les réflexions seront consignées dans une œuvre pour la pérennisation de cet instrument du terroir. Et c'est ici que se referme ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.